Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Dans un épisode précédent, on avait déjà parlé de la cohésion et de la collaboration à travers le partage de connaissances. Aujourd'hui, on poursuit cette thématique, mais sous un angle un petit peu différent, qui est celui de l'implication du personnel dans le processus de décision. C'est un sujet à la fois épineux et très actuel, parce qu'il touche directement la confiance, l'engagement et même la fidélisation des équipes. Bonjour Christophe, tu vas justement pouvoir nous éclairer sur ce point. Bonjour Paul et bonjour chers auditeurs. Oui, c'est un vrai sujet d'actualité. Mais d'abord, pourquoi impliquer le personnel dans le processus décisionnel ? J'aime dire que pour décider, il faut être un nombre impair, mais 3 c'est de trop. On y reviendra. Avec des mots simples, on peut dire que c'est le moyen de fidéliser les collaborateurs de valeur et de faire émerger tout ce qui existe dans la tête de tout le monde. Alors, il ne s'agit pas seulement de donner la parole, mais de construire un système pérenne et juste qui permette à chacun de contribuer à sa juste mesure sans générer de frustration. Très bien. Mais concrètement, quand on parle d'impliquer le personnel dans les décisions, à quoi ça ressemble un système qui soit à la fois juste et vraiment efficace ? Déjà, ce n'est pas une démocratie d'entreprise où chaque décision est soumise au vote universel. Ce serait inefficace et potentiellement paralysant. Il s'agit plutôt d'une architecture organisationnelle et culturelle qui reconnaît la valeur intrinsèque de l'expertise et de l'expérience de chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique. C'est un processus structuré. Voilà. Il identifie les décisions où l'apport du personnel est pertinent et bénéfique, et il met en place les mécanismes simples pour recueillir, analyser et intégrer ces contributions. Ça peut prendre diverses formes, très variées. Des groupes de travail thématiques, des cercles de qualité, pas ceux de 1990, des boîtes à idées structurées avec suivi, des consultations régulières sur des sujets spécifiques, des sessions de co-construction, et peut-être dans un second temps, verra-t-on l'apparition de plateformes numériques dédiées à la remontée d'informations et de suggestions. L'objectif est de s'assurer que les personnes les plus proches du terrain, celles qui vivent au quotidien les processus, les interactions avec les clients, les défis techniques, puissent éclairer les choix stratégiques et opérationnels. Un tel système est juste lorsqu'il définit clairement les périmètres d'intervention de chacun et efficace lorsqu'il transforme les contributions en actions concrètes et visibles. Ça paraît passionnant, mais vu de l'extérieur, je me dis que ça demande une sacrée organisation. Alors concrètement, Christophe, par quoi est-ce qu'il faut commencer pour mettre en place un tel système d'implication ? Tu vois, Paul, construire un tel système, c'est une démarche volontariste et méthodique. Je vous propose quelques actions clés, si vous voulez bien. La première, c'est de définir les périmètres d'implication, parce qu'il est indispensable de clarifier quelles décisions sont ouvertes à l'implication du personnel, à quel niveau. Information, consultation, codécision, enfin on peut en dire d'autres. La transparence sur ces règles du jeu est fondamentale. Ça évite les malentendus et les frustrations. En deux, je dirais qu'il est indispensable de former les managers pour ça, parce qu'ils vont être les pivots du système. Ils doivent être formés à l'écoute active, à la facilitation, à la gestion des attentes, à la reconnaissance des contributions. Leur rôle, c'est canaliser l'énergie collective, surtout pas la brider. En trois maintenant, je dirais qu'il est nécessaire de mettre en place des canaux structurés, qu'il s'agisse de réunions régulières dédiées, de plateformes collaboratives ou de processus de feedback formalisés. Les canaux doivent être clairs, accessibles et connus de tous. La spontanéité est bonne, c'est certain, mais la structure assure la pérennité. Parlons maintenant au point 4 d'assurer le suivi et la rétroaction. C'est le point le plus critique. Rien n'est plus frustrant pour un collaborateur que de donner une idée ou une opinion sans jamais voir les suites. Il est impératif de communiquer sur les décisions prises, d'expliquer pourquoi certaines suggestions ont été retenues et d'autres non. Un non justifié est nettement préférable à un silence radio. Pour poursuivre, j'ai envie de vous proposer de commencer petit et d'itérer. Il n'est pas nécessaire de révolutionner l'entreprise du jour au lendemain. On peut commencer par un projet pilote, un département, un type de décision spécifique, et on étendra le système progressivement, tranquillement.
Pour conclure, un sujet que j'évoque souvent, c'est reconnaître et valoriser. Dans ce cas précisément, l'implication doit être connue, non seulement par des remerciements, mais aussi en intégrant cette participation dans les évaluations de performance, par exemple, ou le parcours de carrière, si ça s'avère pertinent. La reconnaissance est, vous le savez, un puissant moteur d'engagement. Ça fait effectivement beaucoup de choses à intégrer. Et on sait bien que dans le feu de l'action, il va être très facile d'en zapper une partie et de remettre ça à plus tard, voire jamais. Mais alors Christophe, si on ne fait pas ce travail, qu'est-ce qu'on risque? Ah, une fois n'est pas coutume, il n'y a pas de risque majeur dans la mesure où le système fonctionne déjà. Disons que l'entreprise va se priver de pas mal d'idées et risque de stagner sur quelques points. Citons par exemple la motivation, citons l'engagement, aussi la stagnation du potentiel d'innovation, ou alors des prises de décision non optimales, peut-être un peu éloignées des réalités du terrain. Et finalement, je me permets d'ajouter que, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, ce type de démarche ne touche pas seulement à l'efficacité, il y a aussi un lien direct sur le climat social, sur la capacité à attirer et à retenir les talents. Alors, Christophe, est-ce que tu pourrais nous donner ta conclusion en synthèse? Construire un système d'implication du personnel dans le processus de décision, c'est une démarche stratégique essentielle et choisie. C'est un investissement dans l'humain qui génère un retour sur investissement réel en termes de performance, d'innovation, mais aussi de qualité de vie au travail. J'ose dire également de résilience organisationnelle. En donnant à chacun la possibilité de contribuer à sa juste valeur, j'insiste, en écoutant, en valorisant et en agissant sur les retours, on peut insuffler simplement une âme à l'entreprise, la rendre plus forte, plus agile et plus humaine. On peut facilement imaginer que l'implication devienne un pilier de la culture, pour un avenir où chaque contribution fait la différence. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.